Jean-Marc Sauvé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, voulue par l'épiscopat français pour faire la lumière sur les abus sur mineurs dans l'Église depuis 1950. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que l'on puisse, nous aussi, relayer cet appel sur nos différents supports. Alors, depuis hier, vous lancez un appel national aux personnes victimes. Pourquoi commencer par cette première étape ? Eh bien, nous poursuivons deux objectifs avec cet appel à témoignage. Le premier objectif, c'est de donner la parole aux victimes. C'est de les écouter, de les entendre, de prendre la mesure de ce qu'elles ont vécu, de leur traumatisme, de leur souffrance. Et c'est au fond, en contribuant à exprimer cette parole, contribuer à surmonter des souffrances qui, souvent, ont été couvertes par une chape de silence qui a été extrêmement longue dans certains cas. Et nous pensons que pour surmonter ces problèmes, eh bien, la parole donnée aux victimes, c'est quelque chose de très important. Notre deuxième objectif, c'est un objectif de sciences sociales. Il faut, conformément à la lettre de mission que j'ai reçue, signée par le président de la Conférence des évêques et la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, il faut quantifier les choses. Et donc, c'est une réalité qui est extrêmement difficile à appréhender. Notre mandat porte sur 70 ans d'histoire de la société française. Déjà savoir que beaucoup d'acteurs de ces 70 ans sont décédés. Nous travaillons sur un échantillon de la population française qui est un échantillon très vaste, car les 2/3 de la population française ont reçu une éducation catholique, ou ont fréquenté une école, un collège, un lycée catholique, ou ont participé à un mouvement de jeunesse catholique, Scouts de France, Action catholique de l'enfance, Mouvement eucharistique des jeunes, etc. Et donc, nous travaillons sur une population très large, une période très longue, et il faut mobiliser différents outils de recherche. L'appel à témoignage nous permettra de recueillir de premières indications quantitatives, mais aussi qualitatives. Alors, avec un numéro de téléphone et une adresse email qui vont s'afficher à l'instant en bas de l'écran, les personnes victimes qui auraient des réticences, au fond, à témoigner, parce que à la fois ça peut être des faits qui remontent à longtemps, et puis ça peut réveiller des souvenirs douloureux. Pour autant, est-ce que c'est important pour vous, pour votre travail, que ces personnes puissent s'exprimer ? Je pense qu'il est important, oui, pour que ces personnes puissent s'exprimer. D'abord, peut-être pour tourner la page et non pas entretenir le ressentiment. Et ensuite, pour que l'on parvienne à dénombrer les abus. Parce qu'on vit dans une période de soupçons, de mise en cause, explicite ou larvée. Et l'Église catholique, me semble-t-il, considère que seule la clarté et la transparence peuvent venir à bout du soupçon. Je partage entièrement cette position. Et simplement, nous n'avons pas la certitude que toutes les personnes qui ont été victimes d'abus s'adresseront à nous. Ce que nous voulons, c'est qu'elles aient la possibilité de le faire, qu'elles entendent notre appel, qu'elles puissent surmonter, si elles le peuvent, leurs réticences, et qu'elles viennent vers nous. Mais en tout cas, pour appréhender l'ampleur du phénomène des abus, nous recourrons à d'autres outils de recherche, la recherche sur les archives, par exemple, un sondage également sur un échantillon de 30 000 personnes en population générale. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne les témoignages, est-ce que l'anonymat est garanti ? Est-ce que ça peut avoir un recours en justice ensuite ? Voilà des questions qui peuvent se poser. Alors c'est un des grands sujets sur lesquels on a travaillé depuis 100 jours. C'est de régler les questions juridiques. C'est aussi d'ailleurs de faire des définitions juridiques. Qu'est-ce qu'un prêtre et un religieux au sens de cette enquête? Qu'est-ce qu'une personne vulnérable? Et nous devons aussi régler toutes ces questions juridiques relatives à la protection des données nominatives. Et nous souhaitons, bien sûr, recueillir des données anonymes. Si les personnes choisissent de se faire connaître, c'est leur affaire. Il est important, en tout cas, qu'à la source, on puisse faire un minimum de recoupement pour arriver à évacuer des appels multiples, des appels malveillants,
Et donc, tout à fait à la source, les victimes d'une part, et puis d'autre part, des systèmes de recoupement permettront d'opérer non pas une enquête de police judiciaire, mais en tout cas un minimum d'enquête de crédibilité. Et puis ensuite, une fois que les données auront été recueillies, on aura des bases de données, naturellement, tout ceci sera rigoureusement anonyme. Je tiens à dire de la manière la plus claire que notre objectif n'est pas du tout d'établir des responsabilités individuelles. Alors les justement, responsabilités individuelles, c'est l'affaire de la justice civile et c'est l'affaire des procédures canoniques. ces témoignages, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans votre processus de travail? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces témoignages? Eh bien, nous écoutons et nous entendons. Cela a commencé hier, donc les témoignages. C'est un dispositif qui est un dispositif d'écoute, de soutien juridique, psychologique, d'accompagnement, d'orientation. Il peut y avoir sur le plan médical, psychologique, quelques conseils qui soient donnés. On ne se substituera pas, et la Fédération France Victimes ne peut pas se substituer au service public dont c'est la mission, mais on peut aider ceux qui nous appellent. Au terme de l'entretien, nous aurons quelques informations, 5 ou 6, et à partir de là, nous communiquerons à tous les appelants qui l'acceptent, et uniquement à ceux qui l'acceptent, un questionnaire plus détaillé qui permettra de caractériser les faits qui se sont produits, leur durée, leur suite, leurs conséquences, la position des familles, qu'a fait l'Église, etc. C'est un questionnaire qui a été élaboré, approuvé par la Commission en son ensemble. Évidemment, les psychologues, psychiatres s'y sont investis, tout comme les chercheurs en sciences sociales. Et ces questionnaires, il y en a 2, un pour les mineurs au moment des faits et un pour les personnes vulnérables, les questions ne sont pas strictement identiques, eh bien, ces questionnaires, nous les avons soumis aux associations de victimes, d'une part, et d'autre part, à des victimes que nous connaissions à titre personnels ou qui se sont fait connaître de la Commission. Ce qui nous a permis de recueillir des indications très utiles pour trouver le plus juste équilibre entre, j'allais dire, la profondeur, la précision d'une enquête sociale et en même temps le tact et la délicatesse dont on doit faire preuve à l'égard des victimes. L'appel a été lancé hier. Vous en avez eu depuis hier des appels ? Oui, pour la première journée, on ne rendra pas public des statistiques journalières, mais pour la première journée, nous avons reçu près de 400 appels, oui, ce qui est énorme. Donc 270 appels téléphoniques et 118 messages électroniques. Donc 388 au total. Et nous avons déjà reçu, alors là, ce qui m'a beaucoup surpris, 12 réponses au questionnaire, car je n'imaginais pas que les personnes qui se sont exprimées auprès de notre partenaire, France Victimes, remplissent le jour même un questionnaire qui est assez simple, mais qu'on ne peut pas, à mon avis, remplir en moins de 15 minutes. Au fond, quelle différence avec une cellule d'écoute pour les victimes que l'on connaît bien, qui ont été mises en place notamment par les diocèses ? Nous nous efforçons non pas de régler des problèmes individuels ou personnels, pouvant d'ailleurs déboucher sur des procédures canoniques ou pénales. Ça n'est pas notre objet. Notre objectif, c'est d'arriver à une évaluation globale de ce qui s'est passé, et d'arriver aussi à éclairer et à comprendre les mécanismes qui ont permis, voire favorisé, les abus sexuels, qui ont conduit notamment au silence des familles. Souvent, les mineurs ont rarement parlé, mais les familles ont constitué un second filtre. Et pourquoi, finalement, au niveau des procédures canoniques, comme au niveau des procédures civiles, peu de choses se sont passées. Il y a eu, bien sûr, des procédures. Il ne faut surtout pas le méconnaître. Des condamnations, des personnes qui ont été réduites à l'état laïque, c'est absolument incontestable, mais sans doute pas à la hauteur des abus qui ont pu être commis. Dans votre méthode de travail, vous avez donc souhaité commencer par ces témoignages. Pourquoi ?
parce que notre commission a été créée, je pense, à l'initiative de la Conférence des évêques et de la Conférence des religieux, pour apporter une réponse à la souffrance des victimes. C'est l'objectif, je crois, profond que poursuit l'Église catholique. Donc, nous sommes totalement libres, puisque nous sommes une commission indépendante de notre programme de travail, mais on a pensé que, pour commencer, il était préférable de mettre en avant cet appel à témoignages, même s'il ne nous donnera pas des informations complètes, exhaustives, plutôt qu'une recherche dans les archives de l'Église, qui est lancée en parallèle, dans les archives de la justice, dans les archives de la presse, voire aussi, si on en a le temps, dans les archives de l'aide sociale à l'enfance, car il y a des institutions d'Église qui ont accueilli des mineurs protégés. Voilà, il nous reste quelques secondes, peut-être un mot. Voilà, maintenant 100 jours qu'avec les 22 membres de la commission, vous travaillez sur cette question. Est-ce que déjà, il y a quelque chose qui vous a frappé, qui vous a marqué, qui ressort ? C'est un travail qui est encore plus considérable que celui auquel je m'attendais. C'est aussi un travail qui est plus éprouvant. Je me doutais bien que ce ne serait pas un parcours facile. Mais les courriers que j'ai reçus, moi, comme président de la commission, sont, dans un certain nombre de cas, profondément bouleversants. Mais il y a une alchimie qui se produit dans le groupe, dont les membres ne se connaissaient pas à l'avance, c'est un euphémisme, avec toutes nos différences d'opinion, de compétences, de discipline, il y a une dynamique collective qui s'est mise en place et nous sommes tous vraiment convaincus par le caractère essentiel de la mission d'intérêt général qui nous a été confiée. Parce que dans cette commission, il y a des croyants, mais de toute confession, il y a des incroyants, et donc on ne peut pas se retrouver sur l'existence d'une mission d'Église. Ça n'est pas possible. En revanche, il est clair que tous ceux qui participent à ce travail sont convaincus qu'il peut servir, au-delà même de ce que nous avons engagé, d'inspiration pour mieux connaître et mesurer les abus sexuels dans d'autres secteurs de notre société. Merci beaucoup Jean-Marc Sauvé d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle l'adresse mail et le numéro de téléphone si vous souhaitez joindre la commission vont s'afficher en bas de l'écran.